Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo en pleine situation de crise du coronavirus. On est tous impactés, je veux dire que ce soit humainement ou émotionnellement sur les marchés financiers. Il se passe quelque chose de très fort actuellement. Il y a vraiment ce pic émotionnel qu'on retrouve vraiment au plus bas de chaque mouvement de panique, de foule. Ça, je peux vraiment le ressentir autour de moi puisque c'est systématiquement pendant ces pics de panique que tout le monde m'appelle, que tout le monde me demande qu'est-ce qui se passe avec la bourse, qu'est-ce que je dois faire, que je reçois beaucoup d'emails dans ce sens-là. Donc, on va en parler cette semaine. Donc déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est que si vous survivez cette crise boursière, hein, c'est-à-dire sans prendre des décisions qui soient émotionnelles, vous aurez passé l'une des plus dures épreuves dans votre vie d'investisseur. C'est un événement qui est assez incroyable, hein. Il est très 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 formateur et ça va vous permettre d'évoluer à grande vitesse en bourse si vous vous focalisez sur les bonnes choses, c'est-à-dire en regardant quelles sont vos émotions et en analysant ce que normalement vous êtes censé faire et en regardant un petit peu le delta, la différence entre ce que vous ressentez et ce que vous devez faire. Et si vous arrivez à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire non pas celles qui sont émotionnelles, mais celles qui sont rationnelles, hein, d'un point de vue purement statistique, hein, tout ce que l'on a vécu, tout ce que les portefeuilles ont déjà fait, tout ce que votre approche boursière a déjà fait pendant les crises, c'est ça qui compte. C'est pas ce que vous ressentez, c'est comment se comporte une stratégie, un portefeuille, des banques centrales et la psychologie humaine en période de crise, c'est ça qui compte, c'est ça qui importe. Alors déjà, je vais commencer par recadrer un petit peu, hein, dans quel contexte on est. Jusqu'au coronavirus, hein, les bourses n'ont jamais paniqué pour un virus aussi mortel soit-il. Et ça, on a un superbe exemple avec en 1918, hein, on a eu le cas qui est vraiment un cas extrêmement mémorable, hein, la grippe espagnole. On a eu 100 millions de morts et ça représentait 5% de la population mondiale. C'est quelque chose d'énorme. Alors, grippe espagnole, ça n'a pas juste atteint hein, l'Espagne, hein, c'est parce qu'elle n'était pas en, en guerre à ce moment-là. Donc voilà, ils pouvaient beaucoup plus communiquer de manière libre sur les chiffres. Mais voilà, on a eu à l'échelle mondiale jusqu'à 100 millions de morts, ce qui représente 5% de la population. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette funeste année 1918 hein, sur le Dow Jones? On a eu, eh bien, entre le plus haut et le plus bas, au pire moment, c'est-à-dire ce qu'on appelle un drawdown, hein, la baisse du Dow Jones entre son plus haut et son plus bas, on a eu une baisse de moins 10,91%. Et en 1919, hein, donc on était toujours dans les collatéraux hein, de toutes ces mortalités, et bien en 1919, hein, on a assisté à un puissant marché haussier sur le Dow Jones. Donc, en prenant cet exemple déjà, on se dit, bon, dans l'histoire des marchés financiers, les virus, les attentats, les annonces macroéconomiques ou encore les tweets de Trump, eh bien, ça n'a jamais inversé une tendance de fond. C'est simplement des épiphénomènes, hein, ça a toujours été jusqu'à aujourd'hui, hein, des épiphénomènes qui impactent très fortement, avec plus ou moins de volatilité, avec plus ou moins de rapidité, hein, qui impactent les marchés. Mais ça ne remet jamais en cause la tendance de fond, en tout cas à court et moyen terme. Donc actuellement, hein, pour le moment, on a un énorme support moyen long terme sur le SP500 qui tient toujours. Donc on est toujours dans une situation de marché haussier séculaire. Si on passe en dessous de cet énorme support, hein, c'est un peu le yin et le yang, hein, si on passe en dessous de cet énorme support, on en est loin encore, hein, et bien là on passera dans une situation de marché baissier. Encore une fois, on n'y est pas du tout. Donc la grande question hein, actuelle, c'est compte tenu des actes coordonnés du monde entier, hein, ce que l'on a assisté au cours des 48 dernières heures, donc je vais en reparler, hein, et bien la question c'est est-ce que cet épiphénomène va-t-il nous mener sur un nouveau paradigme de la peur? Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important puisque là, on va vraiment entrer dans l'analyse psychologique des foules et vous allez voir, ça va faire sens parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Alors en fonction de notre âge, hein, que l'on soit plus ou moins jeune, ça va plus ou moins résonner en nous, mais voilà. Au début du siècle dernier, la peur de la guerre a permis aux États de se réformer, de faire passer des lois qui n'auraient jamais été envisageables en temps de paix. Donc effectivement, quand on envoie tous les papas faire la guerre, on peut faire passer des choses qu'on n'aurait jamais fait passer en temps de paix, parce que tout simplement, la vie des gens est en danger, et quand la vie des gens est en danger, qu'on est au pied du mur, eh bien, toutes les décisions sont bonnes à prendre pour sauver une vie. Rien n'est plus important que le fait de sauver une vie. Donc la peur de la guerre, la peur de la mort associée à la guerre,
permettait aux États de prendre des décisions et de réformer de réformer des peuples, des économies sur ces épiphénomènes qui n'étaient pas vraiment des épiphénomènes, hein, mais ces circonstances historiques basées sur la peur de la guerre. Au début de ce siècle, au début de ce siècle, c'est la peur du terrorisme, hein. Rappelez-vous les attentats du 11 septembre qui ont permis aux États de faire passer comme quelque chose d'absolument normal, un contrôle permanent des faits et gestes de chaque humain. Et aujourd'hui, donc on a eu plein d'autres événements, toujours basés sur le terrorisme, je ne vais pas rappeler le Bataclan, mais voilà, chacune de ces petites crises a permis aux États de faire passer sur la peur au final, donc là on n'était pas sur la peur de la guerre, mais sur la peur du terrorisme, de faire passer des nouvelles réglementations qui n'auraient été jamais acceptées en temps de paix. Donc aujourd'hui, en 2020, nous sommes peut-être sur le point d'entrer dans un nouveau paradigme de la peur, qui est celui de la peur du virus qui tue l'homme. Donc le côté positif, parce qu'il y a toujours des côtés positifs, il ne faut pas toujours voir le côté complotiste et négatif des choses, ça permet à l'homme de se réinventer et de faire des choses de mieux organisées. Il n'y a pas que des côtés négatifs à tout ça, c'est comme l'impression monétaire. On peut tirer dessus autant qu'on veut. Si on n'avait pas déconnecté les talons or à la monnaie, on ne vivrait pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein. Clairement, c'est grâce à l'argent dette qu'on a pu financer toutes les idées les plus folles de l'homme et se réinventer et progresser autant. Donc là, le côté positif de cette histoire, de cette nouvelle dynamique, c'est que l'homme ne se bat plus contre sa propre espèce. On n'est plus en train de se dire les religions, les machins trucs, les territoires. On a trouvé un ennemi commun qui est externe à nous, et du coup, la conséquence, c'est que cela provoque un rassemblement de la race humaine, et on est en train d'apprendre à lutter ensemble. Donc là, les plus imaginatifs, mes collègues Netflix, ils pourront dire que c'est le début d'un conditionnement mental pour nous unir et nous préparer à accueillir une espèce extraterrestre dans le prochain paradigme de la peur, peut-être dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. On n'en sait rien, mais en tout cas, là actuellement, le paradigme dans lequel on est peut-être en train d'entrer, il va permettre à ce qu'on appelle dans le jargon complotiste le nouvel ordre mondial, de rassembler tout simplement et d'uniformiser les populations à travers le monde, et de pouvoir, voilà, on a déjà vu que les banques centrales s'entendent entre elles, pour, euh, pour, pour harmoniser, on va dire, l'économie mondiale, de manière qu'il n'y ait pas des crises économiques ou des pays qui déraillent complètement. Et bien là, on est en train de voir ça au niveau carrément individuel. On est en train d'apprendre aux gens à regarder dans la même direction. Donc, il n'y a pas que des côtés négatifs à toutes ces histoires. Mais bon, bref, revenons-en aux bourses. Nous sommes entrés en plein scénario actuellement, d'une série survivaliste, et encore une fois Netflix, depuis 48 heures. Donc, un simple épiphénomène aurait simplement engendré une correction de l'ordre de moins 15% sur les bourses. Donc, je me base sur le SP500, qui est l'indice le plus suivi à travers le monde par les gérants de portefeuille et les institutionnels. Eh bien, cette baisse de moins 15%, c'était le cas il y a une semaine, et c'était le scénario le plus probable, un simple épiphénomène, c'est-à-dire un attentat, un petit virus, un petit tweet de Trump, un petit Brexit, c'était le scénario le plus probable. Cependant, une crise pétrolière s'est glissée dans la partie, ainsi qu'un mimétisme politique au niveau mondial. Et nous sommes actuellement quasiment à moins 30% de correction sur le SP500. Il faut savoir que cette chute, elle est historique. La vitesse de cette chute, elle est littéralement historique. C'est le genre de choc qui nécessite l'intervention divine des banques centrales pour calmer la panique. Ma perception, c'est que la peur, actuellement, elle est à son maximum. Les décisions prises en l'espace de 24 heures, ces dernières 24 heures par l'Europe et les États-Unis, sont de la prévention face au scénario du pire. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est pas de la prévention comme ça face à un petit scénario, c'est on s'est mis dans le cas du pire, où on va tous mourir, où on est vraiment dans le scénario d'une série Netflix, et on prend les dispositions pour survivre, tout simplement. Donc, la grande question de cette vidéo, c'est sommes-nous sur un point bas des marchés?
Alors, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais j'ai beaucoup d'éléments qui me font penser et qui me font croire qu'on est effectivement sur un bas de marché. Donc, je vais vous les lister, hein. Déjà, la première chose, elle est purement quantitative, hein, c'est-à-dire que pour qu'on ait une récession mondiale, hein, pour qu'une récession ait lieu, il faudrait que le PIB global baisse de l'ordre de 4000 milliards de dollars. Et actuellement, la perte en PIB hein, global liée au coronavirus, elle est estimée à 173 milliards de dollars. Donc on est très loin des 4000 milliards, hein. Et dans le scénario du pire, euh, voilà, les économistes ont estimé une perte hein, en PIB de moins 866 milliards de dollars. Donc là encore, ça nous laisse très loin du seuil de récession mondiale. Donc voilà, même dans le scénario du pire, on est 4 fois inférieur aux 4000 milliards qui nous amènerait à un niveau de récession. Autre élément important par rapport à ces chiffres du PIB, c'est que la Chine, elle, qui a affronté tout ça, le confinement, etc., en janvier-février, eh bien la Chine, actuellement, hein, les retours qu'on en a, c'est qu'elle sort de son confinement petit à petit avec une reprise de la vie économique en perspective hein, sur la semaine prochaine et les 2, 3 prochaines semaines. Donc ce qui implique que même le scénario du pire sur le PIB global ne sera peut-être pas atteint malgré que l'Europe et les États-Unis hein, soient en train de se coordonner pour entrer dans ce scénario de confinement et de protection des populations. Donc l'effondrement des prix de cette semaine a réveillé eh bien, les toutes puissantes divinités des marchés financiers, les banques centrales, qui sont en train d'agir par tâtonnement pour stopper le bain de sang. Donc c'est toujours de cette manière hein, qu'elle fonctionne. Quand on est dans une situation de crise, hein, elles font des petits coups, elles essayent, tac, 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 jusqu'à prendre la bonne décision et ça calme la volatilité extrême des marchés financiers. Donc les banques centrales, hein, on est dans l'espèce d'un paradigme économique des banques centrales. Juste avant, je vous parlais du paradigme de la peur qui permet de manipuler les populations. Là, le paradigme économique des banques centrales, c'est elles qu'il faut regarder puisque c'est elles qui décident en gros comment est-ce qu'elles vont limiter la casse et limiter, enfin corriger ces chocs de volatilité. Donc ça c'est un premier élément qui est extrêmement important, hein. L'histoire du PIB, l'histoire de la Chine qui est en train d'en sortir alors que nous on est en train d'y rentrer, ça nous permet de bien calibrer hein, quelle est la gravité du schmilblick, hein. Ensuite, l'action concertée des banques centrales. Donc là, ça y est, on est parti dedans. Il y a toutes les banques centrales du monde qui sont en train de s'entendre pour commencer à prendre des décisions. Et enfin, chose très intéressante qui est beaucoup plus personnelle, c'est les drawdowns sur les portefeuilles long terme. Donc un drawdown, c'est une baisse de son compte de bourse, hein, de son portefeuille, entre le plus haut atteint et le plus bas enregistré dernièrement. Donc on a ce qu'on appelle un drawdown. Actuellement, cette semaine, on a eu un énorme choc de volatilité sur les marchés financiers hein, lié à la crise pétrolière plus celle du coronavirus. Et du coup, on a voilà un gros drawdown qui s'est matérialisé et historiquement, c'est pendant ces périodes de choc de volatilité que les banques centrales interviennent pour stopper la volatilité. Donc là, elles sont en train de tâtonner, je vous l'ai déjà dit, mais donc c'est aussi pendant ces périodes qu'on a des opportunités extrêmement rares pour renforcer ses portefeuilles long terme ou pour tout simplement investir dessus. C'est certainement pas le moment de se dire, de prendre peur et de se dire, oh là là, mon portefeuille, il a baissé de -5, -10%, j'arrête tout parce que la bourse n'est pas fait pour moi. Non, regardez les drawdowns historiques du portefeuille anticrise ou bon père de famille, vous vous rendrez compte que historiquement, c'est très très rare quand on dépasse les -5%. Et c'est des cas euh, rarissimes quand on atteint -10%. La dernière fois qu'on a fait un drawdown de -10% sur le portefeuille anti-crise, c'était en pleine crise financière de 2008. On a eu un énorme choc de volatilité. Et là, on a toutes les banques centrales qui sont arrivées et qui ont trouvé des solutions sur les marchés financiers. Mais pendant ces petites fenêtres de tir, on a une baisse du portefeuille. Il faut absolument pas paniquer, au contraire, il faut soit renforcer, soit pour ceux qui ne l'ont pas encore mis en place et qui souhaitent mettre en place un portefeuille passif et équilibré, eh bien entrer en position, puisque en 2008, je vous rappelle que eh bien le SP 500 et tous les indices boursiers internationaux, ils nageaient littéralement dans un bain de sang à la fin de l'année, alors que les portefeuilles long terme correctement construits, ils terminaient l'année positivement en 2008. C'est pour ça que quand vous avez un drawdown qui est excessif sur une stratégie long terme, c'est le moment en réalité de soit rentrer sur la stratégie,
et soit carrément de renforcer. En tout cas, c'est des moments qui sont rarissimes et qui sont opportuns. Donc voilà, et enfin dernière chose hein, sur les indices boursiers, donc notamment sur le SP 500. Actuellement, on est sur un énorme support long terme, hein. C'est lui qui sert de repère pour différencier le marché haussier du marché baissier. Donc on est sur la zone de support, on va bientôt l'atteindre, hein, la grosse zone de support du SP 500. Donc là, encore une fois, hein, on a tout qui va en faveur, qui à mon sens, est en train de s'orienter pour qu'on ait un puissant rebond au cours des prochaines semaines sur ce support. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est que mon interprétation personnelle des choses. Ça peut très bien déraper, mais je vois pas, mis à part que là, pour le coup, malgré toutes les précautions qui ont été prises par les gouvernements, on est de plus en plus de morts, ce qui est très peu probable vu qu'on va tous se retrouver en mode confinement, les enfants vont plus à l'école, etc. Euh, voilà, on va pas assister à. Je pense que dans deux semaines à un mois, on sera plus ou moins dans le scénario chinois, c'est-à-dire à sortir de ce pic et les activités économiques pourront reprendre. Encore une fois, c'est triste à dire, mais c'est pas le nombre de morts hein, qui drive les marchés financiers. Les marchés financiers ne vont pas plus baisser que l'on ait 1000 morts ou 1 million de morts. Ce qui va les faire baisser, c'est juste l'économie, hein. Est-ce que on paralyse les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grosses entreprises? Est-ce qu'elles font faillite parce qu'elles ne peuvent pas se refinancer, elles n'ont pas suffisamment de trésorerie ou pas? Est-ce que le PIB mondial va baisser, oui ou non, et dans quelle proportion il va baisser? Ce sont ça les chiffres qui inquiètent vraiment les opérateurs boursiers, ce ne sont pas les morts. Je sais que c'est triste à dire, mais voilà, il faut séparer la sphère économique de la sphère réelle. Ce sont deux choses qui ne vont pas vraiment ensemble. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais simplement vous dire aussi qu'en lien en descriptif, il y a un lien qui vous redirige vers le portefeuille anticrise planétaire. Ça va vous apprendre à le structurer, à le mettre en place. Donc c'est vraiment une page qui vous explique comment mettre en place ce portefeuille. Si vous voulez aller plus loin et avoir mon encadrement, vous pouvez aussi prendre la formation. Mais sans prendre la formation, déjà, vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir comprendre comment fonctionne et s'organise un portefeuille anti-crise. Et je vous invite vraiment urgemment à vous relever les manches et à le mettre en place si ce n'est pas déjà fait. Et cela avant que les banques centrales ne calment la volatilité, car nous avons actuellement un point d'entrée qui est historiquement bas sur le portefeuille anticrise planétaire, hein. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu un point d'entrée aussi bas, c'était en pleine débâcle de la crise financière de 2008 et vous voyez on est en 2020 donc ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu de point d'entrée aussi intéressant sur ce portefeuille, donc c'est vraiment le moment hein, si vous vous intéressez à la bourse et simplement mettre en place un portefeuille qui va vous réclamer de vous connecter une fois par an sur votre compte de bourse, c'est vraiment le moment de vous y intéresser parce qu'on a un point d'entrée qui est magistral sur ce portefeuille.